Bonjour à tous et bienvenue au tout premier numéro de Bonjour le Faso de l'année 2022. Nous sommes ravis d'être avec vous pour partager une année encore ensemble et surtout plusieurs autres années. C'est ce que nous espérons. En tout cas, pour 2022, nous souhaitons à chacun et à tous une année de santé, une année de paix, une année de sécurité, une année de bonheur et surtout une année d'amour autour de vous et une année de prospérité et bien sûr de succès dans vos différentes entreprises. Bonne et heureuse année 2022 à tout le monde et merci de surtout de nous révéler votre fidélité à l'émission Bonjour le Faso qui vous amène à la découverte de Burkina Faso. Et parlant justement de découverte, cette semaine, nous sommes installés à Tiebélé. Et à Tiebélé, nous allons vous faire découvrir cette cour royale de Tiebélé qui est beaucoup visitée, qui est justement située au pied de la colline, ou pour ne pas dire au pied du pic du Naouri. Nous partons à la découverte de la cour royale de Tiebélé cette semaine. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, Rachida Saad Zongo sera là pour partager les informations pour nous. Nous rappelons que nous sommes le 3 janvier et c'est férié, les journaux ne paraissent pas, mais vous aurez droit à l'information bien sûr. Et parlant du 3 janvier, aujourd'hui, nous allons revenir sur ce fait historique parce que le 3 janvier est une date historique pour le Burkina Faso, une date qui marque le soulèvement populaire de 1966 qui a emporté le premier président, Maurice Nyamero. Nous allons revenir sur l'histoire avec Noufouzou Moré, journaliste émérite que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, c'est lundi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampéné pour Langue Fourchue. Installez-vous confortablement. Voici ce que nous vous proposons pour le tout premier numéro de 2020. Et la première rubrique, c'est la rubrique à la découverte de bien sûr. Et pour cette semaine, la toute première semaine d'ailleurs de 2022, nous partons à la découverte de la cour royale de Tiebélé. Alors, cette semaine, nous vous faisons découvrir cette cour royale. Rappelons pour commencer que Tiebélé est un département du Burkina Faso situé dans la province du Naouri et dans la région du centre-sud. Tiebélé se trouve à quelques kilomètres de la frontière avec le Ghana. La cour royale de Tiebélé est située à quelques kilomètres environ au sud de la ville de Pau. Elle a été inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. La cour royale de Tiebélé est un ensemble formé d'une basse-cour et des maisons d'habitation. La cour royale de Tiebélé d'environ 1,2 hectares abrite environ 250 à 300 personnes. Devant la cour royale, des guides sont positionnés et attendent les visiteurs. On dénombre 3 modèles de maisons, dont 2 en terrasse. Elles, ce sont les maisons réservées aux personnes âgées et les maisons pour les jeunes mariés. Il y a aussi un modèle en toit de chaume, ce sont les maisons pour les célibataires. Les marches construites sur un côté de la maison et une échelle en bois permettent de monter sur la terrasse. Les maisons mères réservées aux vieilles personnes sont en forme de 8. Généralement, les maisons en pays Tiebélé ou en pays Kassena comportent 2 pièces, une chambre et une cuisine. La particularité des concessions en pays Kassena, c'est la décoration. Les maisons sont décorées à l'extérieur tout comme à l'intérieur. Le décor est un ensemble de symboles: tortue, boa, margouilla, lion, tambour. En tout cas, ce sont des images que vous pouvez voir en regardant les maisons en pays Kassena. Et à figures géométriques également, vous pouvez avoir ces figures. Et la cour royale de Tiebélé nous offre à voir une diversité de décorations. Dans cette cour, il y a une butte d'environ 50 mètres. C'est le lieu où sont enterrés les placentas de tous les enfants nés dans la cour royale. On retrouve également des tombes des personnes décédées dans la cour royale. L'autel des sacrifices, le figuier et ses pierres sacrées sont assez visibles au palais de Tiebélé.
Le village de Tiébélé et la cour royale sont encore aujourd'hui sous l'autorité du chef traditionnel de Pau. Mais il faut dire que pour justement la case du chef où donc il reçoit, c'est interdit de filmer, donc on n'a pas pu filmer, mais vous avez pu avoir les images donc de la cour en général. Alors il faut rappeler que le chef de Tiébélé préside les cérémonies coutumières. Nous sommes justement installés sous la colline du pic du Naouri pour vous faire découvrir la cour royale de Tiébélé cette semaine et vous pouvez admirer bien sûr la décoration de cette dame. Il faut dire que un pays Kassena ou à Tiébélé tout simplement la construction revient. La construction c'est le travail des hommes pour ce qui est de la construction des maisons, mais la décoration c'est le travail des femmes qui décorent, qui dessinent les modèles et vous pouvez voir bien sûr ces jolis motifs donc de ces constructions au niveau de la cour royale de Tiébélé. En tout cas, une cour qui est vaste, hein, avec beaucoup de maisons. Et puis, bien sûr, nous passons le bonjour déjà au chef de Tiébélé et ensuite à toute la population de Tiébélé et aux ressortissants de Tiébélé qui se retrouvent un peu partout donc au Burkina Faso. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso et surtout merci à Fatih Sankara qui a fait le voyage pour nous parce qu'elle était donc de la délégation qui a visité Tiébélé pour nous. Pour la suite de cette émission, avant de recevoir Rachid Assad Zongo, nous allons vous inviter à découvrir encore plus cette culture, donc Kassena ou en tout cas la culture Tiébélé. Nous allons partir en musique, c'est avec Bila Kakora. Vous avez pu découvrir encore plus cette culture, donc Kassena, découvrir encore cette cour royale de Tiébélé à travers ce clip de Bila Kakora qui invite bien sûr ses frères de Magic System à le rejoindre dans cette chanson. Merci à l'artiste. Pour la suite de cette émission, pas de, on va dire quoi, il y a la revue de presse, mais bon, pas de journaux aujourd'hui. On y va pour la virgule. Nous sommes le 3 janvier, les journaux ne paraissent pas parce que c'est férié, mais nous revenons sur quelques sujets dans la phase commentaire avec Rachid Assad Zongo aujourd'hui. Bonjour Rachid. Bonjour Abzeta, bonjour à vous qui nous suivez. Ça s'est bien passé, la célébration du Nouvel An? L'année nouvelle, en tout cas 2022, on a pu faire la transition dans une certaine manière dans la santé. Moi, j'ai accusé, on va dire, le palu. Oh là là. Oui, mais bon, je me relève et heureux en tout cas de retrouver les téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous suivre toujours. Meilleure santé. Merci beaucoup. Et on souhaite en tout cas que l'année nouvelle soit une année plus riche en grâce par rapport à 2021, que tout ce qu'on a sur le cœur en termes de vœux puisse se concrétiser, même on va dire au-delà de nos espérances. Amen. Et nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Rachid? Tout ce qui est bien, il va m'aider à toujours être disponible et disposé pour les téléspectateurs et à tous ceux dont en tout cas mon concours sera nécessaire. On te le souhaite. Amen. Et d'ici à l'année prochaine, Amen. Vivement bébé. Alors Rachid, aujourd'hui les journaux ne paraissent pas, mais quand même tu reviens sur quelques sujets avec des sujets d'actualité notamment pour nous. On parle pour commencer. Avant de commencer, il y a quand même certains sites en ligne qui, courant le week-end, ont travaillé, nous ont donné quelques informations sur l'actualité de façon générale. Si tu me permets donc, et avec aussi la permission des téléspectateurs, revenir sur quelques justement informations données par ces sites-là avant d'aller dans la phase commentaire. Et déjà, le premier site, www.lefaso.net, nous parle en premier. Le projet d'appui au gouvernement ouvert francophone dresse son bilan. Et puis, collectivité territoriale, élection en 2022 ou délégation spéciale, des erreurs historiques à ne pas commettre. Voilà. Sécurité, l'armée neutralise 29 terroristes dans une contre-offensive à Gomboro. Et puis en politique, pour achever avec www.lefaso.net, pour le RPD qui est le Rassemblement patriotique pour le développement, le parti de Luc Adolphe Thiaw, qui confie que la sécurité doit demeurer la priorité absolue en 2022. Un autre site, Abzeta, nous sommes cette fois-ci avec www.infowacat.net. Infowacat nous confie des obus tirés sur la base militaire du régiment interarmé à Djibo. On apprend que fort heureusement, pas de perte en vie humaine, ni de dégâts majeurs parce que les obus n'ont pas atteint leur cible. Voilà.
Un camion-citerne rempli d'essence enlevé par des hommes armés sur l'axe Kongoussi-Bourzanga. Le Premier ministre Lassina Zerbo a passé la Saint-Sylvestre auprès des soldats blessés de guerre. Et pour achever avec www.infoacat.net, préparation Cannes 2021 au Cameroun, les étalons ont battu les Panthères du Gabon 3-0. Abzeta, le dernier site qui nous entretient, c'est www.minute.bf. Et ce site nous confie: un citoyen de la diaspora rend hommage à Ladji Yoro. Adoption d'un plan stratégique de développement de l'éducation. Lutte antiterroriste. Do Pascal Sessouma, le président du parti Vision Burkina, propose l'institution d'une taxe volontaire d'efforts de guerre. Et pour achever, élection au Mali, la CEDEAO tiendra un sommet extraordinaire à Accra. Abzeta, on s'intéresse pour finir, pour, on va dire, ces informations-là, à l'actualité hors de nos frontières. Et hors de nos frontières, on apprend qu'en Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a été opéré avec succès. En Guinée, l'ancien président Alpha Condé, lui, ira se soigner à l'étranger. En Afrique du Sud, une enquête en cours pour déterminer l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement dans la ville du Cap. Au Ghana, l'ancien président John Mahama, endeuillé par la perte d'un de ses frères, il s'agit de Emmanuel Adam Mahama. Au Togo, le marché de Kara, c'est au nord du Togo, ravagé par un incendie. En Gambie, la présence de la mission de la CEDEAO ne fait plus l'unanimité. En Ouganda, le président annonce un allègement des restrictions sanitaires, la population soulagée. En RDC, en République démocratique du Congo, un ex-combattant tué lors d'une manifestation près de Goma. Aux îles Comores, de nouvelles arrestations liées à l'affaire du trafic d'or. En Somalie, on apprend que l'appel au dialogue entre le Premier ministre et le président se multiplie. Au Kenya, on apprend la mort du célèbre paléontologue Richard Leakey. Au Soudan, pour achever, le Premier ministre Abdallah Hamdok annonce sa démission. Abzeta, voilà ce que l'on pouvait confier comme information pour les sites que nous avons pu parcourir ce matin, mais également l'actualité hors de nos frontières. Je suis à toi pour la suite, notamment pour les commentaires. Merci bien Rachid. Je propose justement qu'on revienne sur la célébration du Nouvel An. Qu'est-ce qui s'est passé notamment ce week-end pour cette célébration? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Merci bien Abzeta. Pertinente question pour démarrer, on va dire, ce temps de commentaires pour Bonjour le Faso, premier numéro de 2022. Alors, on peut dire que dans l'ensemble, le Nouvel An s'est célébré dans une certaine sobriété. Déjà, ce qui a retenu l'attention, on va dire, des Burkinabés, c'est le discours du chef de l'État. Un discours qui, en tout cas, pour ce qu'on a pu avoir comme écho, prend en compte les préoccupations des Burkinabés, où qu'ils soient. Un discours qui également appelle à l'unisson des Burkinabés, notamment pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, pour trouver également des solutions face à l'insécurité notoire dans la plupart des régions du Burkina Faso. L'autre chose également qui a marqué, on va dire, la célébration du Nouvel An, c'est, on va dire, à la fois des messages de certains responsables d'institutions et également des actions menées par d'autres. Voilà. Et déjà en termes de messages, on a pu voir des messages, notamment celui du Premier ministre Lassina Zerbo, des messages de responsables d'institutions privées comme publiques, des messages également de personnes qui sont hors du Burkina Faso et appartenant à la diaspora. Et des messages, on va dire, d'unisson, des messages qui vont dans le sens de ne pas perdre espoir, des messages qui vont dans le sens de faire en sorte que la destinée du Burkina Faso soit, on va dire, ce qui nous unit et ce qui doit nous permettre justement d'atteindre nos objectifs. Donc, somme toute, en tout cas, on pense que, ou dirais-je, on pense que à travers ces messages-là, ces actions-là, ce sont des choses qui nous confortent pour nous dire que, quoi qu'il y a, en tout cas les Burkinabés
comprennent qu'il est nécessaire de s'unir pour en tout cas résoudre les problèmes auxquels ils font face aujourd'hui. Autre aspect, on a pu voir que dans des régions du Burkina Faso comme Dori, c'est des repas communautaires qui ont été initiés. Le Premier ministre Lassina Zerbo a célébré le réveillon auprès des blessés de guerre. Il était aux côtés des blessés de guerre. Voilà, des actions comme ça, en tout cas, on va dire, qui ont fait l'objet de l'actualité de la célébration du Nouvel An. Donc, comme je l'ai dit, somme toute, c'est dans une certaine sobriété que cette célébration-là s'est faite. Du côté de la capitale Ouagadougou, c'est vrai qu'il y avait on va dire, une certaine effervescence. Pourquoi je dis effervescence? Ça ne m'amène pas à faire, on va dire, une sorte de coup de gueule, mais ce n'est pas loin. Je me rappelle que depuis longtemps, on a demandé aux Burkinabés de façon générale d'éviter les pétards. Voilà, d'éviter les pétards. Malheureusement, ça ne semble pas. C'est interdit maintenant, hein. C'est carrément depuis longtemps, interdit, c'est interdit depuis longtemps, mais je pense que le mot d'ordre n'a pas été respecté. Oui. Voilà. On a encore entendu des bruits de pétards. Pour ceux qui sont traumatisés, en tout cas, par les détonations, c'est sûr que ça n'a pas été simple. Et des situations aussi qui, on oublie souvent de le rappeler, s'il y a des pétards qui éclatent quelque part et qui sont confondus à des détonations de tirs réels, on fait comment pour le savoir? Voilà. Donc, c'est un peu en lien avec, on va dire, ces situations-là qu'on interdit d'utiliser les pétards, voilà, pour ces circonstances-là. Mais bon, on a vu que malheureusement, certains n'ont pas respecté cela. C'est assez dommage. Et pour achever, je dirais que, somme toute, nous sommes dans une nouvelle année. Il y a de nouveaux défis. Ce qui importe, c'est que chaque Burkinabé joue son rôle comme il se doit, à quelque niveau que ce soit de la partie gouvernementale, de la partie politique, des leaders communautaires et autres, et même des populations. Chaque partie a son rôle à jouer. Si nous voulons que le Burkina Faso se développe en 2022, il va se développer. Donc le Burkina Faso sera ce que nous voudrons qu'il soit en 2022. Tu auras tout dit, merci. Et deuxième actualité, on revient sur un fait historique. Nous sommes le 3 janvier et c'est une date qui marque l'anniversaire donc, du soulèvement populaire de 1966. C'est bien cela. On a tellement bossé ça à l'école. Hein. Tout à fait, tout à fait. Depuis pratiquement le primaire, l'école primaire. Voilà. Tu l'as dit, hein, le 3 janvier 1966 marque, on va dire, le soulèvement populaire qui a emporté le régime du premier président du Burkina Faso, ex-Haute-Volta, voilà, la personne de Maurice Yamuego. C'est une date, on va dire, historique pour surtout le mouvement syndical burkinabé. Et elle révèle, on va dire, l'attachement des syndicats à l'unité d'action plus large qui a réuni les fêtières syndicales des travailleurs, les fêtières d'organisations universitaires et scolaires, je vais parler des étudiants et des élèves, mais aussi, on va dire, des bords politiques, pour ne pas dire des partis politiques. Et c'est une occasion, donc un anniversaire de rémémoration, mais aussi, on va dire, de bilan dans le secteur du travail au Burkina Faso de façon générale. L'année dernière, pour parler de 2021, on notait comme acquis et cité par Richard Tiendrebego, l'ex-secrétaire général adjoint de la Confédération générale des travailleurs, il avait noté un certain nombre d'acquis qui, depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas par les actions de mouvement syndical, a permis que les travailleurs du Burkina Faso, en tout cas, puissent avoir des conditions de vie et de travail décents. Et il a cité un exemple, l'augmentation de salaire, le déplafonnement de l'assiette de cotisation du côté de la CNSS, le relèvement des allocations familiales, la prise en charge des risques professionnels des agents publics. Donc des actions comme ça, comme on le dit, qui ont concouru par le sacrifice de beaucoup de leaders depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui. On ne finirait pas en tout cas de citer les leaders qui se sont engagés dans le monde syndical. Depuis Maurice Yamuego jusqu'à aujourd'hui Rochma Christian Kaboré, le monde syndical, on peut le constater, est un dynamisme comme sans pareil. C'est un
secteur en tout cas qui connaît de développement à travers soit de nouveaux syndicats ou bien des fusions. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on espère que c'est quelque chose qui va aller dans ce sens-là, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, pour parler de 2021 et même 2020, beaucoup ont critiqué certains syndicats comme étant des syndicats politisés. Voilà. Quoi que l'on dise, les syndicats aussi ont une part de responsabilité pour ce qui est en tout cas de la vie politique. Et ils doivent rester dans le respect de leurs principes. C'est sûr que pour la suite de Bonjour le Faso, d'autres acteurs viendront renchérir ou du moins préciser davantage les propos que, en tout cas, j'ai avancés. C'est juste pour ne pas les répéter ou me faire répéter. Je préfère m'arrêter là. D'accord. Et souhaiter, on va dire, bonne fête, bon anniversaire en tout cas à tous les acteurs syndicaux, tous les acteurs en tout cas qui semblent directement ou indirectement liés par le 3 janvier 1966, marquant le soulèvement populaire au temps de la Haute-Volta. Nous en parlerons bien sûr tout à l'heure avec notre invité du jour qui est Nofo Zougmoré, journaliste. Il va revenir sur ces faits historiques et surtout ce que l'histoire retient aussi donc, de ce soulèvement populaire. Merci Rachid. Merci Abzeta et belle perspective d'émission. Merci. Reste avec nous, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Dans la rubrique invité du jour, nous parlons aujourd'hui du soulèvement populaire de 1966 avec notre invité du jour que nous retrouvons juste après ça. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Nofo Zougmoré, journaliste. Avec lui, nous parlons du 3 janvier 1966, marquant le soulèvement populaire qui a emporté le régime du premier président, Maurice Nyamego. Nous revenons sur l'histoire, donc, et nous aurons la lecture des anciens et bien sûr la lecture des jeunes et la lecture des syndicalistes. Bonjour, Nofo Zougmoré. Bonjour, madame. Merci d'être là à nouveau. Merci. Et de répondre à notre invitation. Il faut rappeler que nous marquons cette année le 56e anniversaire de cet événement. Alors, nous vous aurons pour commencer, nous sommes passés en 2022. Alors, quels sont vos vœux les plus chers pour cette année, cette nouvelle année qui commence? Bonne année à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Merci. Et bonne année à tout le peuple du Burkina Faso. Nous avons traversé une année très éprouvante du point de vue sécuritaire. Ce que nous souhaitons cette année est qu'il y ait moins donc, de difficultés que l'année passée, que les FDS et nos volontaires remportent des victoires sur le front de la lutte contre le terrorisme. Merci. Parlons maintenant du 3 janvier et concernant cette date, nous avons souvent parlé avec les syndicalistes de cette date, mais est-ce que la lecture des syndicalistes et la lecture des politiques, ou notamment donc des hommes politiques de l'époque, sont les mêmes? Bon, les syndicalistes ont été les acteurs, de même que les hommes politiques de l'époque. Donc, sur un certain nombre de faits, leurs points de vue peuvent diverger. Mais sur l'ensemble de ce qui s'est produit le 3 janvier 1966, je crois qu'ils disent essentiellement la même chose. Le président Lamizana, qui avait été interviewé sur la question par rapport à l'attitude donc du président Maurice Nyamego face aux manifestants. Certains, comme Frédéric Guillemard, dans un de ses ouvrages, comme appelle le pouvoir, le cas de Maurice Nyamego, a dit que le président Maurice avait instruit à l'armée de tirer sur la foule, par exemple. Le président Lamizana, qui était chef d'état-major à l'époque et qui va succéder à Maurice Nyamego, dément le fait que, par exemple, le président Maurice Nyamego ait ordonné de tirer sur la foule, par exemple. Mais sur l'ensemble des faits,
Et les deux acteurs, je veux dire les acteurs politiques et les acteurs syndicaux, convergent dans le sens que le président Maurice a fait une mauvaise appréciation de la situation. C'est ce qui a par la suite occasionné cette insurrection populaire de 1966. Vous avez déjà évoqué le nom de l'un des auteurs. Alors, il y a notamment donc deux auteurs qui sont concernés, qui ont écrit en tout cas sur ce soulèvement populaire. Il s'agit notamment de Salfo Albert Balima, Histoire et légende des peuples de la Haute-Volta, et Frédéric Guirma, du Burkina Faso, et Frédéric Guirma, Comment perdre le pouvoir, que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez des récits de ces deux auteurs? En tout cas, bon, il faut ajouter qu'il y a un autre livre qui parle de la question, c'est le tome 2 des mémoires donc, du général Sangoulé Lamizana, qui est sur la Bresse 30 années durant. Et dans ce livre, Lamizana est plus explicite que les deux auteurs que vous venez de citer, puisqu'il est un acteur direct et il a suivi de bout en bout la bagarre des syndicats avec les gouvernants de l'époque jusqu'au dénouement de janvier 1966. Et par rapport à Albert Salfo Balima et à Frédéric Guirma, je crois que c'est sur des détails mineurs qu'ils divergent. Je vous ai parlé tout de suite donc du fait que Guirma a écrit dans son livre que Lamizana avait Maurice Amouga avait demandé de tirer sur la foule, par exemple. Et sinon, essentiellement, les récits sont à peu près les mêmes. Mais ce qui diverge un peu de Histoire et légende du peuple du Burkina de Albert Salfo Balima et de Comment perdre le pouvoir, le cas de Maurice Yamouego, c'est que Frédéric Guirma a été aussi un acteur plus ou moins direct, puisque c'est une des victimes de Maurice Yamouego. Donc, sur les faits, il n'y a pas trop de divergences, mais sur les interprétations, il y a d'énormes divergences, puisque bon, c'est quand même un acteur qui est concerné directement, qui écrit sur la question, beaucoup plus que Albert Salfo Balima, qui était dans les arcanes du pouvoir plus ou moins, mais qui tente d'avoir du recul par rapport aux événements survenus en 1966. Et pour revenir à Frédéric Guirma, on sait qu'il y a eu à un moment donné un malentendu entre lui et Maurice Yamouego. On se rappelle que Frédéric Guirma a été ambassadeur. Est-ce que ce n'est pas cela qui l'a amené un peu à critiquer son ancien ami politique? En tout cas, ce qui... l'éditeur qui a édité les livres, c'est un historien, Ibrahima Babakake, dit que ce n'est pas un document d'histoire, comme appelle le pouvoir le cas de Maurice Yamouego. C'est un livre écrit par un chroniqueur sur un fait politique dont il a vécu. Ça veut dire qu'il ne retrace pas forcément les faits historiques. Il met plus ou moins en garde d'éventuelles personnes qui voudront utiliser ce document. Ça peut donner des orientations, mais ce n'est pas un document hautement scientifique qui se passe des appréciations subjectives sur la question. Donc, moi, je m'inclinerais beaucoup plus sur le livre de Albert Salfo Balima que sur donc, le livre de Frédéric Guirma, qui me paraît très subjectif. Pour les syndicalistes, le 3 janvier 1966 marque la victoire du peuple sur un pouvoir caractérisé par la gabegie. Est-ce que c'était ça la marque du pouvoir de Maurice Yamouego selon vous?
En tout cas, selon mes lectures, puisque je ne suis pas donc de l'époque. Selon vos lectures. Je crois que c'est la suffisance qui a fait perdre le pouvoir à Maurice Amewo. Maurice était arrivé à un moment où il croyait qu'il était indéboulonnable. La preuve, selon le témoignage du général Lamizana dans son livre sur la Bresse 30 années durant, et les syndicats ont ouï dire qu'il allait avoir réduction des salaires, abattement salarial. Et ils ont anticipé pour rencontrer l'autorité, pour désapprouver la question et leur donner la lecture syndicale donc, de la question. Ils ont tenté de rencontrer Maurice Amewo qui les a renvoyés auprès donc de son cousin Denis Amewo qui était ministre dans l'exécutif à l'époque. Et quand Denis les a rencontrés, il a tenu des propos paix amène à l'encontre donc des syndicalistes qui au sortir de la rencontre étaient courroucés et ils ont demandé à voir le chef d'état-major qui n'était autre que le général Lamizana à l'époque pour expliquer ce qui s'est passé à la suite de la rencontre avec Denis Amewo. Et Lamizana a tenté la médiation sans le pouvoir, puisque par la suite, Denis va se rendre à une rencontre des syndicats à la Bourse du Travail, un meeting, et selon les oui-dire, il a demandé aux syndicalistes mais qu'est-ce qui était cause qu'ils se réunissent à la Bourse du Travail. Ils ont dit non, qu'ils n'étaient pas d'accord pour ce qui se chicherait sur la réduction éventuelle donc des salaires des travailleurs à partir de janvier 1966. Et permettez-moi de ne pas répéter ce qu'il a dit sur le terrain. Résumez alors ce qu'il a dit. C'était vraiment vilain. Donc, ça a davantage mis hors, ça a davantage jeté de l'huile sur le feu. Par la suite, les syndicalistes qui étaient constitués donc en comité avaient deux comités. Le premier comité, c'est les premiers responsables syndicaux et le second comité, c'était l'air lieutenant. Et quand la situation s'est empirée et que les forces de sécurité se sont jetées dans la bataille, le premier comité a disparu. Ils se sont tirés dans la clandestinité et c'est maintenant le second comité qui aussi dans la semi-clandestinité menait la barque. Donc le 3 janvier, il n'y avait pas d'interlocuteur avec lequel discuter maintenant, puisque les délégués syndicaux, on ne savait pas où ils étaient, et les lieutenants également n'étaient pas perçus. Certains qui n'ont pas pu véritablement se mettre à l'abri étaient à la Mako. Donc, c'était maintenant les travailleurs face au régime. Et n'oublions pas que dans ce soulèvement, il n'y a pas eu que les travailleurs. Ceux qui étaient syndiqués et qui avaient des forces avec eux, je vais parler par exemple des enseignants. Une des héroïnes donc, de cette insurrection, c'est Jacqueline Kizerbo, qui était directrice donc, du collège Notre-Dame. Le collège des jeunes filles donc de Ouagadougou a mis en contribution sa troupe, les filles qui sont sorties. Et à la suite donc la sortie des filles, il y a aussi ces personnes sans qualification, ce qu'on appelle les sans-culottes, la plèbe qui a rejoint maintenant le reste de la troupe. Et toute la journée, la ville était en ébullition. C'est beaucoup de frustration vraiment qui oui, se sont capitalisées. En fait, Maurice n'a pas eu que les travailleurs comme adversaires. Maurice
au fil de son pouvoir, avait fait beaucoup de frustrés. Les religieux, la chefferie traditionnelle, puisqu'il y a eu un précédent avec la chefferie traditionnelle et avant les indépendances, en octobre 58. Et le Moro Naba était allé encercler avec ses archers le Parlement pour revendiquer un certain nombre de choses. Quand les autorités de l'époque, avec Maurice à la tête, est arrivé à bout donc de cette manifestation, Maurice va mettre à l'étroit la chefferie traditionnelle. Vous savez que certaines chefferies, surtout dans le Mogo, c'est une chefferie héréditaire. Maurice va exiger à ce que ça soit par élection. Et ça, que ce ne soit plus de père en fils. De père en fils. Et ça, c'était quand même d'énormes frustrations. Et le drapeau qui se hissait sur le Moro Naba avait été interdit donc de flotter sur le Moro Naba, par exemple. Et les gens de l'époque racontent qu'il a tenu des propos qui n'étaient pas en phase avec donc la chefferie. Il a dit par exemple à Moré que à Moré, tu Kurotandarli na moi Kugli. En fait, ça veut dire que la motte des terres de Koudougou va écraser le caillou de Ouagadou. Bon, vous savez, le Naba Kougli, c'était le nom de règne donc du défunt Naba, le père de celui qui est présentement à la tête donc du royaume Moussi. Donc bon, tout cet ensemble de faits était déjà problématique. Et au niveau, par exemple, religieux, le cardinal Paul Zungrana, qui est un des condisciples de Maurice Amouego, avait refusé de célébrer son second mariage. Vous savez qu'à l'église, quand on se marie une fois, l'église ne peut plus consentir faire encore un autre mariage. Il y avait cette difficulté. Avec la communauté musulmane, il était interdit au Galibou de Kémandé, par exemple. Donc il y a eu cet ensemble de frustrations, plus maintenant cette affaire donc des travailleurs qui va occasionner le 3 janvier ce que tout le monde sait. On sait que les opposants aussi ne sont pas restés en reste parce que on sait que Nazi Boni a dû exiler, par exemple, au Mali. Ça veut dire qu'avec les opposants aussi, ça n'allait pas. Non, et à l'époque, ce qui peut paraître bizarre aujourd'hui, les syndicalistes avaient deux casquettes. Ils avaient la casquette donc de politique et la casquette de syndicalistes. Pourquoi? Parce que quand Maurice est arrivé au pouvoir, il a instauré le parti unique. Donc, ceux qui agissaient sur le terrain à visage découvert ont dû se terrer dans le syndicat. Et puis un acteur comme Joseph Ouedraogo, qui a été maire de Ouagadougou, est un homme politique connu de tous. Mais comme on ne pouvait plus agir sur le terrain politique, il a dû porter l'autre casquette qui est la casquette politique. Maurice, pour les raisons financières qui ont occasionné sa perte, Oufoué a voulu voler à son secours. En Noël 1965, Maurice était en Côte d'Ivoire, par exemple. Oufoué lui a dit: j'ai appris par
des gens bien introduits dans ton pays, qui sont mes amis, que tu as des difficultés financières. Si tu acceptes, je vais voir avec le Parlement ivoirien pour qu'on te donne 20 milliards pour que tu puisses sauver la situation. Puisque quand Maurice quittait le pouvoir, on était au bord de la banqueroute, il n'y avait plus beaucoup d'argent dans les caisses. Et Maurice a dit non, si je commence à prendre l'argent avec toi, nous allons sombrer dans la mendicité permanente. Et je sais ce qui se passe chez moi. C'est des gens comme le Joseph Ouedraogo là, qui sous le dehors du syndicalisme veulent déstabiliser le régime. Mais quand je vais rentrer, je vais m'occuper d'eux. Donc il n'avait pas pris la pleine mesure des difficultés qui pouvaient advenir. Donc quand on est sûr de soi, le plus souvent on est surpris par certaines situations. Alors, nous vous augmentons. On retrouve aussi des gens qui se disent que le régime de Maurice Yamogo, ce n'est pas seulement que du négatif. Il n'a pas seulement fait donc des choses négatives, il a également réalisé des choses à saluer. Par exemple, à travers des décisions, par exemple pour le départ de l'armée française, pour sa visite aux États-Unis sans l'aval de la France, ou notamment donc le projet de double nationalité avec la Côte d'Ivoire, c'est des choses à saluer pour certains. Aucun régime ne peut marquer négativement son passage au pouvoir. Le tout négatif, ça n'existe pas. Tous les régimes qui ont eu à régenter la vie de ce pays ont eu des pas sombres comme des pages aussi utiles, des pages qui ont marqué l'évolution du pays. Donc on ne peut pas dire que ce que Maurice a fait, c'était... Il n'y a rien eu qui soit vraiment bon. Bon, mais par rapport au départ de la France, la troupe française, il y a des interprétations. Hein. Vous avez des auteurs qui disent que ça a été fait par coup de colère parce que Maurice a estimé que les anciens maîtres ont continué à croire que c'est eux qui étaient les maîtres. Et n'oubliez pas que les Maurice n'ont pas voulu de l'indépendance. En 1959, à Ouayouya, Maurice a demandé à toutes les religions de prier pour conjurer le sort que certains veulent jeter sur la Haute-Volta. L'indépendance pour lui était une calamité. Donc, c'est après avoir vu un certain nombre de faits dus à l'évolution que au fouet, le chef de file, Diori, Maurice Yamogo, le président donc, du Dahomey de l'époque, sont revenus à la raison. Donc, c'est des gens qui n'ont pas voulu de l'indépendance, ils ont voulu rester dans la grande communauté franco-africaine. Et après, le général de Gaulle même va constater que c'était différer la bagarre. Parce que si on n'octroyait pas les indépendances en 1960, tôt ou tard, les revendications pour l'indépendance allaient revenir. Et la preuve, les pays qui n'étaient pas en phase avec la France, comme les indépendantistes camerounais avec à leur tête Ruben Ouniobe, ont été matés. Et au Niger, le Sawaba, en 1958, de Djibo Bakary, a gagné les élections. C'est par fraude faite par l'administration coloniale que, par exemple, le RDA va passer au Niger. Maintenant, comme le disent les militaires, comme c'est le terrain qui commande la manœuvre, et en bon militaire, De Gaulle l'a su, que si les pays
qui se battaient, pas les pays, les dirigeants qui se battaient pour rester dans la communauté. Et si la France continuait avec eux, tôt ou tard, la question de l'indépendance allait s'imposer, comme elle s'est imposée en Algérie pendant des années, où la France a perdu beaucoup dans le combat et parvenu à céder pour que les indépendantistes algériennes prennent donc leur indépendance. Donc pour l'armée française, il y a le départ de la troupe, des troupes françaises, il y a diverses interprétations. Mais bon, il y a eu quand même un processus de développement amorcé par le début de réalisation. Il n'a fait que 6 ans. Hein. Et certains projets concoctés au temps de Maurice Yamouego vont être mis en œuvre par la suite par les régimes qui vont donc le succéder, et notamment par donc le régime révolutionnaire qui a régné de 1983 à 1987. Si vous devrez comparer le soulèvement populaire de la Haute-Volta à l'insurrection populaire des Burkinabés ou du Burkina Faso, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a beaucoup de similitudes, même si ce ne sont pas les mêmes raisons. Vous savez, l'article 37, là, ça n'a été que la face visible de l'iceberg. Hein. Les gens étaient frustrés par même la gouvernance et par beaucoup d'impairs que le régime de Blaise Compaoré avait commis pendant les 27 ans. Donc, l'article 37 n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pendant longtemps, le peuple n'avait pas de cadre pour revendiquer par exemple, plus de justice, plus de bonne gouvernance, et le cadre du CEFOP qui revendiquait donc à ce que le régime sursoit donc à la modification de l'article 37 et à la mise en place du Sénat, va permettre à tout le monde de s'engouffrer dedans. Et malheureusement, comme Blaise aussi a fait une mauvaise appréciation, il va prendre les bonnes décisions au mauvais moment. Au moment où le peuple avait débordé la tête de la lutte qui était le chef de file de l'opposition. Donc, quand les masses débordent les dirigeants, vous n'avez plus d'interlocuteurs. Et c'est finalement ce qui s'est produit en 1966, qui va se reproduire fin octobre 2014. Et plus récemment, le professeur Domba Jean-Marc Palme a écrit un livre pour comparer Maurice Yamouego et Blaise Compaoré. Et pour lui, les deux ont quitté le pouvoir de la même façon. Et leurs frères étaient à leur côté et jouaient à peu près les mêmes rôles, notamment Denis Yamouego et François Compaoré. Oui, j'ai oublié de souligner l'importance donc d'individus proches du pouvoir qui peuvent peut-être faire perdre la tête. Denis Yamouego, je vous ai dit que quand il s'est rendu à la bouche du travail, il a tenu des propos que je n'oserais pas tenir sur les antennes. Et François Compaoré était aussi dans ses excentricités. N'oublions pas que François est mêlé à l'assassinat, donc en fait son nom est mêlé puisqu'il est toujours présumé coupable à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, qui a été une onde de choc pour le pays de 1998 jusqu'à pratiquement maintenant. On est accroché à cette affaire, sans oublier que François était mêlé à des affaires économiques.
Mais il y a eu des moments ici, si vous n'étiez pas sous ces grâces, vos affaires ne prospéraient pas. Et il y a cet ensemble de faits qui fait dire qu'il y a quand même similitude entre Denis Amouego pour ces aspects vraiment rustres vis-à-vis donc des acteurs ou des partenaires sociaux qui sont des syndicalistes, et François Compaoré qui n'agissait pas sur l'espace public comme ça, mais dont on connaissait les agissements négatifs pour donc le pouvoir. Donc c'est probable, c'est indicatif du fait que quand la famille se mêle à la gestion du pouvoir, vous êtes proche de perdre que d'engranger des victoires. Aujourd'hui, quel héritage il nous reste du soulèvement populaire? C'est l'héritage de la liberté et de la soif de la bonne gouvernance. Vous voyez, fin octobre 2014 a été la perpétuation d'une certaine façon de 1966, de janvier 1966. Ce peuple a horreur du fascisme. Il est vraiment jaloux de sa liberté. Et quand vous voulez le priver de sa liberté, il peut s'accommoder pendant un moment, mais pas tout le temps. Pendant 27 ans ici, nous avons vu toutes sortes d'errements. Et il est arrivé à des moments où les gens ont cru que le régime même a travaillé mystiquement le peuple. On a parlé même à un certain moment qu'on a mis des décoctions dans les barrages là, pour qu'on boive, pour être là, vraiment des gens qui ne peuvent plus agir. Mais quand le moment est arrivé, vous avez vu le peuple sortir et crier son ras-le-bol, et avec toute la force que le régime Compaoré avait. Aujourd'hui, il a fini par capituler. Donc, l'héritage qu'il nous reste, donc de l'insurrection de 1966, c'est la soif de la liberté, la soif de la bonne gouvernance et la soif donc du crédit des dirigeants. Si vous n'êtes pas crédible, vous allez peut-être régner un moment, mais vous n'allez pas régner indéfiniment sur le peuple du Burkina Faso. Actuellement, avec la montée de l'insécurité, on assiste à des marches un peu partout au Burkina, à des dénonciations, à des sorties médiatiques. Vous suivez l'actualité avec nous. Est-ce qu'il faut craindre des débordements? Oui, il faut craindre des débordements, mais moi je ne trouve pas que les marches soient mauvaises, puisque c'est reconnu par nos textes que quand on n'est pas d'accord, qu'on puisse sortir, s'exprimer. Donc, il y a des textes qui canalisent donc ces marches. Tant que ces marches-là vont rester dans le cadre républicain, moi je ne trouve pas qu'il y ait de problème. Vous savez, nous avons des dirigeants, excusez-moi de l'image que je veux utiliser, qui ressemblent à des ânes. Quand on ne les tape pas, ils ne bougent pas. Pourquoi le président du Faso est sorti le 27 novembre dernier pour tenir un discours dans la nuit? Vous croyez que si les gens n'avaient pas bruyamment manifesté pour dire qu'ils en ont ras le bol du Macabé chaque jour à l'intérieur du pays, il allait réagir? Donc les manifestations sont inscrites dans nos textes. Maintenant, il ne faut pas
aller à l'encontre des textes qui encadrent les marches. Deuxièmement, il faut aussi que l'autorité ne fasse pas le dos rond par rapport à ces manifestations pour dire de toutes les façons, laissons-les marcher quand ils auront fatigué. On va avoir la paix. Ça aussi non plus, ça ne prospère pas. Plus vous n'allez pas donner de réponse, plus les gens vont réagir violemment. Troisièmement, le fait d'interdire les marches, je ne crois pas que ce soit une bonne option non plus. Si par exemple les gens viennent déposer leurs papiers pour demander de l'autorisation pour marcher, il faut les laisser marcher. Parce que il semble que dans les textes, on a l'insurrection a été mis out. Mais on ne demande pas l'avis de l'autorité, on ne respecte pas la loi pour aller à l'insurrection. L'insurrection, c'est le fait du ras-le-bol du peuple qui est comme une vague déferlante, qui est comme la mer. On ne peut pas retenir un peuple. Sa force est inestimable. L'insurrection, c'est ça. Donc, quand les gens veulent marcher, qu'on leur donne l'autorisation de marcher. Si on ne leur donne pas l'autorisation de marcher, ce qui peut advenir peut être plus grave. Merci. Notre temps est terminé. Nous vous augmenterons. Retour donc sur le 3 janvier 1966 et nous avons pu parcourir l'histoire encore avec notre invité. Merci d'être passé. Merci. Merci. Je rappelle que Noufouzou Gomoré est journaliste et nous avons parlé du 3 janvier 1966 qui marque le soulèvement populaire qui a emporté le régime du premier président, donc Maurice Nyamego. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous invitons à une petite pause musicale. Nous poursuivons avec cette émission. Pour la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir une dame pour parler de Songa Market. Nous faisons bien sûr la place aux annonceurs et vous avez la possibilité de passer à cette émission pour parler de vos événements et de vos entreprises comme le fait aujourd'hui Madame Ida Wandaogo. Elle est chargée de communication de Songa Market. Vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Madame. Merci vous êtes beaucoup. Sublissime. Merci madame, vous également. Merci, bien habillée. Merci Alors, beaucoup. on parle de Songa Market. Oui. C'est quoi Songa Market? Songa Market est une plateforme en ligne qui nous permet de faire des différents achats, transferts, surtout pour tous ceux qui sont à l'extérieur, voilà, qui aimeraient transférer des biens au Burkina à leurs parents. Voilà, donc Songa est là pour aider ces personnes-là. Transférer des biens, par exemple. Voilà, oui. D'où vous est venue l'idée de créer Songa Market? En fait, l'idée est venue du docteur Eric Soubeiga, voilà, qui a été plusieurs fois arnaqué puisqu'il vit aux États-Unis. Donc, il avait l'habitude d'envoyer de l'argent pour qu'on achète certaines choses ici. Par exemple, pour construire une maison. Et bon, après, il découvre que bon, la maison n'est pas construite parce qu'on a plusieurs fois l'habitude de voir ces gens de chez nos parents qui sont à l'extérieur. Ils envoient de l'argent pour construire la maison. Ils viennent trouver que rien n'est fait. Donc, lui, il a été victime de certaines choses de ce genre qui ont fait qu'il a décidé de créer cette plateforme-là, voilà, pour éviter cette arnaque. Voilà. D'accord, voici une idée intéressante. Oui. Mais pour découvrir plus Songa Market, du moins, quels sont justement les services que vous proposez? Nous proposons effectivement plusieurs services. Il y a Songa Éducation, il y a Songa Santé, il y a Songa Académie, mais pour le moment, nous mettons plus l'accent sur Songa Market. Voilà. Donc, Songa Market, ici, on trouve plusieurs, en tout cas tout ce que nous voulons. Voilà, comme bien, si tu veux acheter le ciment, tout ce qui est sur le plan marché, en tout cas. Et comment vous fonctionnez en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez? Si moi je suis en Europe et que je décide par exemple de m'offrir peut-être du ciment, des tôles et autres,
comment je fais pour avoir bénéficié de vos services? D'accord, il suffit de télécharger l'application Songa, voilà, qui est sur Play Store, si je peux me permettre, voilà, et de s'inscrire. Tu peux t'inscrire en tant que fournisseur. Puisque Songa ici permet aussi aux vendeurs de s'inscrire en tant que fournisseur, et tu peux t'inscrire en tant que client, acheteur. Et tu t'inscris, si c'est en tant que client, tu t'inscris, tu remplis les formalités. Et maintenant, il y a les différents, comment je vais dire, il y a les différents produits qui vont s'afficher. Et tu fais ton choix. Et maintenant, tu payes par carte bancaire. Parce que l'argent, Songa ne reçoit pas l'argent. Donc, ça se fait en ligne. Et une fois que tu choisis les différents types de produits que tu veux, une fois que ça c'est fait, tu payes par ta carte bancaire ou bien par Orange, excusez-moi. Voilà. Voilà. Les transferts. Voilà, par les transferts. Et Songa reçoit un message et le fournisseur également aussi reçoit un message disant qu'on a fait tel achat. Et nous contactons ensuite maintenant le récepteur, le réceptionniste ici qui va venir prendre la marchandise. Voilà. Bon. Quels sont les avantages de Songa Market? Les avantages est qu'il y a la sécurité. Au moins, tu ne seras pas arnaqué. Tu es sûr de ça? À moins que, bon, la personne, si par exemple, tu viens prendre le ciment, bon, je ne sais pas, peut-être qu'à ton tour, tu vas faire autre chose. Sinon, c'est sûr que tu as reçu le matériel. Voilà, donc il y a cette assurance-là. Et également, Songa permet aussi aux différents fournisseurs d'avoir la visibilité. Voilà, parce que Songa existe aux États-Unis, au Sénégal et dans bien d'autres pays également aussi. Voilà, donc en tant que fournisseur, tu es sur cette plateforme-là, ça permet de voir tes marchandises, tes produits au-delà même des frontières du Burkina. Voilà. Et pour celui-là qui désire acheter aussi, il a la chance d'avoir plusieurs produits. Bien sûr, voilà, il a la chance d'avoir plusieurs choix. Maintenant, ça peut coûter combien? Ça peut coûter combien? D'abord, c'est gratuit. Maintenant, les achats pour l'inscription. Okay. L'inscription est gratuite. Les achats, tout dépend de ce que tu choisis. Voilà. Ça veut dire que Songa met un taux d'intérêt sur ce que vous voulez acheter en fonction du prix? Non, Songa ne met pas un taux d'intérêt. Nous sommes vraiment là pour accompagner. Songa ne met pas un taux d'intérêt. Voilà. Parce que si moi je suis en Europe, par exemple, je décide de commander 10 sacs de ciment à travers votre plateforme, ça veut dire que je vais aller à Songa, télécharger l'application, je m'inscris et là je vous demande, enfin je visite peut-être les boutiques en ligne là. Ensuite je sélectionne quelque chose, je décide d'acheter quelque chose qui me coûte 50 000 francs. Mais c'est que j'envoie de l'argent directement à celui-là, au vendeur. Ou à vous pour que vous faites ensuite? Non, c'est pas à nous. On ne reçoit pas au vendeur. Voilà. Donc, si j'envoie directement au vendeur, maintenant, le vendeur fait comment pour remettre mes produits peut-être à la personne qui doit réceptionner au Burkina? Puisqu'il y a un message qui va venir au niveau de Songa et également au niveau du fournisseur. Donc, c'est à travers ce message que nous savons que c'est un tel qui doit recevoir. Le numéro est là et nous appelons maintenant cette personne qui va venir chercher. Voilà. Ok, vous êtes un peu l'intermédiaire. Voilà, l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Et c'est lui aussi qui doit recevoir. Voilà, je reprends maintenant ma question. En tant qu'intermédiaire, est-ce que vous demandez quelque chose, soit au fournisseur, soit au client? C'est gratuit pour le moment. Ok. D'accord. Songa Market, est-ce que c'est fiable? Est-ce que vous pouvez nous rassurer que c'est fiable? Bien sûr, c'est fiable. N'hésitez pas. Vous êtes en promo. Oui, donc nous maintenant sommes on va parler de la promotion. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette promo que vous organisez? Dans cette promo, il faut savoir que nous permettons aux différents clients d'avoir un bonus. Voilà, une fois que vous passez par la plateforme Songa pour faire des achats, vous avez un bonus. Et ce bonus, c'est quoi? Par exemple, si vous devrez acheter le produit à 25 000, on vous fait un surplus, soit en vous offrant des gadgets ou bien en réduisant la somme.
D'accord. Voilà. Mais c'est plus des gadgets, on peut ajouter, c'est ça le bonus, des gadgets. Des gadgets. Voilà, un surplus quoi. Alors, c'est vrai qu'on parle, vous avez plus pris l'exemple de ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent acheter des choses. Mais étant au Burkina Faso aussi, on peut visiter votre plateforme. Oui, bien sûr, on peut la visiter. On peut visiter la plateforme. Même étant au Burkina Faso, voilà, on peut transférer des biens à Bobo, voilà. Et en tout cas, en dehors de Ouaga et tout, on peut transférer des biens. Mais, oui. Allez-y. Maintenant, on va justement revenir sur les produits. C'est vrai que on a tendance, les exemples qu'on a cités, on pourrait croire que c'est surtout pour du matériel de construction. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme produits disponibles sur votre plateforme Songa Market? Ok, comme je le dis, c'est vraiment donné à tout le monde et à tous les vendeurs. Voilà, donc que ce soit les pains, tu veux offrir des pains, de la nourriture, bon, je sais, des aliments, voilà. Les vivres, par exemple, les voilà, sacs de riz. Voilà, tout. Ok. Tout, même ça veut dire qu'il y a du tout. Il y a du tout, franchement. C'est un marché virtuel avec du tout et vous pouvez visiter. D'accord, merci Madame Wandaogo. On va quand même vous permettre de rappeler comment on peut vous contacter et puis peut-être votre site. D'accord. Alors, on peut nous contacter au 54 12 74 74 ou encore au 62 88 16 60. Voilà. Et comment on télécharge encore cette application? Il faut juste avoir un smartphone, avoir de la connexion, aller sur Play Store, voilà, taper Songa Market. Songa Market. Voilà. Et Songa, c'est S-O-N-G-A. Voilà, G-A. Tapez Songa Market et téléchargez. Voilà, vous téléchargez et vous vous inscrivez. Il y a les données qui vont venir, vous vous inscrivez soit en tant que fournisseur ou bien en tant que client. D'accord. Voilà. Alors, Madame Wandaogo, on vous permet un mot de fin. Pourquoi on doit aller s'inscrire donc sur cette plateforme et utiliser et faire des achats sur Songa Market? Parce que Songa Market vous garantit, vous donne de l'assurance. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et c'est préférable de vraiment s'inscrire et d'utiliser Songa. Étant à l'extérieur, Songa vous permet de fournir vos produits avec sécurité. Avec sécurité. Oui. Merci d'être passé. Je vous en prie, merci à vous. Merci à Savane TV. Merci également aux auditeurs. Merci. Bonne et heureuse année à vous. Aux téléspectateurs, bien sûr. Oui, les téléspectateurs. Voilà. On est en télé, c'est vrai, oui, mais bon. Voilà. Et aux auditeurs, puisque nous avons la radio à côté. Alors, merci d'être passé. Bonne et heureuse année à vous. Merci et bonne et heureuse année à vous également. Ida Wandaogo est chargée de communication de Songa Market. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer le spot publicitaire de Songa Market. Merci. Du nouveau sur le marché du digital au Burkina. Désormais, plus de soucis pour tes transferts de biens et services en ligne. Songa Market, ta plateforme communautaire de biens et services. Le groupe Songa est une entreprise facilitant les transferts de biens et services pour les migrants et leurs familles. Depuis 2016, le groupe Songa est enregistré aux États-Unis d'Amérique dans l'État du Delaware. À partir de ton téléphone smartphone ou du site internet www.songaapp.com, achète des biens et services pour ta famille et tes amis au pays. Avec la solution Songa, tu es en acheteur, évite les coûts exorbitant de transfert d'argent. Tes fournisseurs reçoit directement des commandes ainsi que la totalité du paiement. Tu es le bénéficiaire, reçois tes biens et services déjà prépayés sans délai. N'attends plus, crée ton compte Songa aujourd'hui gratuitement et Songa Market, Songa Santé, Songa Éducation s'ouvre à toi. Songa, c'est le transfert des biens et services partout et en toute sécurité. Pour tout renseignement, contactez-nous à info@songaapp.com. Les applications Songa Market, Songa Santé, Songa Éducation sont téléchargeables sur App Store et Google Play. Retour sur ce plateau et nous allons vous proposer de suivre le numéro, donc ce numéro de Langue Fourchue, parce que vous le savez, lundi, mercredi et vendredi à cette émission, nous vous proposons d'écouter Patrick Gampené à travers Langue Fourchue. Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Nommé le vendredi 10 décembre dernier, le nouveau premier des sinistres burkinabés aura la lourde et fastidieuse tâche de proposer des réponses si pressantes au peuple burkinabé confronté depuis 2015 à plusieurs maux dont l'insécurité.
Lassina Zerbo, le plus intelligent des Samo, comme ne manquera pas de le dire le Moro Naba, ce géophysicien qui voulait lancer le premier satellite burkinabé, prend ainsi la tête d'un gouvernement resserré de 26 membres contre 34 de son prédécesseur, sa sainteté Christophe Marie-Joseph, réadmis à la retraite. Après la dernière attaque contre une base de la gendarmerie nationale à Inata faisant plus de 50 morts et les révélations sur les deals Mouta Mouta au sommet de la hiérarchie militaire, le motus Rocus était sorti de son mutisme pour présenter une fois de plus, sinon de trop, ses condoléances aux familles des soldats tombés et annoncer la prise de décision forte et une enquête pour situer les responsabilités sur la mauvaise gestion de la troupe. Sitôt dit, sitôt fait. Dans la soirée du lundi suivant sa nomination, l'ancien secrétaire général de l'OTIS proposera au PF un gouvernement de cohésion, de tolérance et de pardon pour mieux être au service du peuple. On remarquera que celui-là qui a porté l'information sur les ondes, le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, n'aura pas le bonheur de siéger aux côtés du docteur Zerbo. Hormis la non-reconduction du SG du gouvernement sortant, on note des départs notables dont celui du sinistre des affaires étranges, Alpha Barry, qui aura toute la latitude de jouir de l'air pur de la forêt du Kwa à travers de longues promenades. Le départ aussi de celui qui semblait être indéboulonnable, le grand terrassier bulldozérique Bougma, très fidèle parmi les fidèles du président, et aussi celui de Laurence de la Maréchaussée, qui mettra à profit ses temps libres pour parquer les enfants de la rue dans son enclos de Tanguay. 19 départs pour 10 entrants avec des fusions de ministères. On notera le retour de Rosine des Fonds communs dont la seule mention de son nom sur la liste du nouveau gouvernement a plongé certains agents des finances dans le coma. Ils peuvent se réveiller maintenant plus de peur que de mal. Rosine Fonds communs s'occupera désormais des questions diplomatiques. Bref, le vaste chantier auquel le laser de Rock et son équipe devra d'abord s'attaquer est sans conteste la corruption, et cela passant d'abord par le train de vie de l'État dont ses premiers responsables demandent à une population de plus en plus démunie de participer à l'effort de guerre. Il y aura ensuite la restauration de l'autorité de l'État dans toutes ces bourgades à une centaine de kilomètres à peine de la capitale qui ont totalement échappé au contrôle du pouvoir central. Enfin, la question qui fâche, une réforme profonde de la Grande Muette pour mieux faire face à l'hydre terroriste. Après l'aveu d'échec de Christophe Marie-Joseph devant la représentation nationale sur la question sécuritaire, laser est-il la baguette magique du motus Rocus pour restaurer la paix et la sécurité au pays des hommes intègres? Les mois à venir nous le diront. En attendant, et pour répondre à la sollicitation du président du Faso, si nos anciens et nouveaux sinistres concentraient à reverser ne serait-ce qu'un tiers de leur salaire et autres indemnités dans les caisses de l'effort de guerre, ce gouvernement de service prôné par le nouveau Premier ministre prendrait tout son sens. Bonne mission en attendant les deals Mouta Mouta. Sacré Patrick Gampiné, rendez-vous mercredi pour une autre langue fourchue. Patrick qui revenait sur la composition du nouveau gouvernement dans cet élément. Pour la suite, retour sur la rubrique à la découverte 2 avant de nous quitter. Et je rappelle que cette semaine, nous sommes installés au niveau de la cour royale de Tiébélé pour vous faire découvrir cette cour. Tiébélé, pour commencer, est un département du Burkina Faso situé dans la province du Naouri et dans la région du centre-sud. Tiébélé se trouve à quelques kilomètres de la frontière avec le Ghana. La cour royale de Tiébélé est située à quelques kilomètres environ au sud de la ville de Pau. Elle a été inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. La cour royale de Tiébélé est un ensemble formé d'une basse-cour et des maisons d'habitation. Cette cour royale de Tiébélé d'environ 1,2 hectares abrite environ 250 à 300 personnes. Devant la cour, des guides sont positionnés et attendent les visiteurs. On dénombre 3 modèles de maisons, dont 2 en terrasse. Elles, ce sont des maisons réservées aux personnes âgées et des maisons pour les jeunes mariés. Il y a aussi un modèle en toit de chaume. Ce sont des maisons pour les célibataires. Les marches construites sur un côté de la maison et une échelle en bois permettent de monter sur les terrasses. Les maisons mères réservées aux vieilles personnes sont en forme de 8. Généralement, les maisons en pays Tiébélé comportent 2 pièces, une chambre et une cuisine. La particularité des concessions en pays Kassina, c'est la décoration.
Les maisons sont décorées à l'extérieur comme à l'intérieur. Le décor est un ensemble de symboles. On peut retrouver des images de tortues, de bois, de marguillas, de lions, de tambours, etc. Et la cour royale de Tébélé nous offre à voir une diversité de ces décorations. Dans cette cour, il y a une butte d'environ 50 mètres. C'est le lieu où sont enterrés les placentas de tous les enfants nés dans la cour royale. On retrouve également des tombes des personnes décédées qui sont de la cour royale. L'autel des sacrifices, le figuier et les pierres du moins sacrées sont assez visibles au niveau du palais de Tébélé. Le village de Tébélé et la cour royale sont encore aujourd'hui sous l'autorité du chef traditionnel de Pau. Le chef de Tébélé préside les cérémonies coutumières. Nous sommes installés sous la colline du moins du pic du Naouri pour vous faire découvrir la cour royale de Tébélé cette semaine. Une cour exceptionnelle et il faut rappeler que c'est peinture murale que vous voyez, ces dessins, ces couleurs, c'est l'œuvre des femmes parce que la construction de la maison revient à l'homme, mais quant à la décoration, à l'esthétique, en pays Kassena, c'est l'œuvre de ces braves femmes qui dessinent les motifs, les couleurs et qui dessinent les dessins que vous pouvez voir à travers donc les images et surtout donc les dessins au niveau de ces concessions et ces cours d'habitation en pays Kassena. Merci donc au chef de Tébélé et merci à toute la population de Tébélé pour donc l'accueil et merci à Fatih qui nous a ramené ces images de la cour royale de Tébélé. Alors, c'est fini pour le premier numéro donc de 2022 de votre émission Bonjour le Faso. Point final pour aujourd'hui. Rendez-vous demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier. Souvenez-vous donc de l'histoire. Souvenez-vous du soulèvement populaire de 1966 qui a emporté le premier président du moins, Maurice Nyameko. Au revoir à tout le monde et puis rendez-vous demain. Cuss.